plus dRs. Or, certains vont dire moins dRs. Non. Quand on dit t, l'instant t plus dt, et bien ce sera r plus dr. Et le dr, il peut être négatif, puisque c'est une différence. Le dr, ce n'est pas un r, c'est une différence. Donc ça veut dire que vous avez une masse de naphtalène qui a disparu entre l'instant t et l'instant t plus dt. Masse de naphtalène solide, c'est cette masse-là. Donc cette masse-là qui a disparu, je vais l'appeler dV. C'est-à-dire son volume est égal à dV. Je vais écrire de façon littéraire ce bilan. Masse de naphtalène solide disparue durant dt, pendant dt, parce qu'entre t et plus dt, l'intervalle de temps c'est dt. Donc durant cet intervalle dt, il y a une masse de naphtalène solide qui a disparu. C'est celle qui est hachée ici en vert. Et bien cette masse de naphtalène, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sublimée et diffusée dans l'atmosphère, dans l'air. Donc elle est égale à la masse de A vapeur diffusée durant dt, durant le même intervalle de temps dt. Reste à traduire ça par une équation mathématique. Bon, l'intervalle de temps étant très court, la masse disparue étant très petite. Donc je vais souligner solide, ici vapeur diffusée. Donc solide, ça veut dire la masse, elle est petite, ça veut dire MA, j'ajoute S pour dire solide. Il faut faire très attention. Parce que nous avons deux domaines ici. Donc le domaine dans lequel nous avons la diffusion, le transport de la vapeur. Et donc là, on est en train de parler du solide qui a disparu, c'est-à-dire ce que j'ai haché en vert. C'est du solide qui était là et qui n'est plus là à la date plus dt. Donc dms, elle est égale tout simplement à ρs fois le volume qui a disparu, c'est-à-dire ce dv là. ρs fois dv. Rho, c'est la masse volumique de naphtalène solide. Rappelez-vous, dans l'évaporation d'un liquide, on a utilisé ρn, c'est-à-dire le rho du liquide. Le dV, ce dV là est égal à quoi? C'est-à-dire le petit volume entre deux sphères qui sont très proches. N'oublions pas que la distance qui les sépare, c'est dr, c'est qui tend vers 0 pratiquement. Donc, on va se considérer que ce volume-là, c'est la surface de la sphère, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisqu'elles sont pratiquement les mêmes. Donc, S de RS que multiplie l'épaisseur dRs. On sait que toujours un volume, c'est une surface multipliée par une épaisseur. L'épaisseur étant dRs et la surface intérieure ou extérieure sont pratiquement les mêmes, c'est S de RS. Pour vous convaincre, tout à l'heure, je vais écrire ce que ça veut dire. Donc le terme de gauche est terminé, on va écrire le terme de droite. Le terme de droite, il utilise toujours, on l'a toujours fait, utilise l'expression de la densité de flux. Donc il va utiliser phi A. Donc ce phi A, je vais mettre parenthèse, comme ceci, et je vais mettre S, parenthèse aussi, que multiplie dt. Parce qu'une masse, une quantité de matière, ça c'est une densité de flux, multipliée par S, ça devient un débit, c'est-à-dire kilogramme par seconde. Je multiplie par l'intervalle de temps, le nombre de secondes, j'aurai donc masse. Donc j'aurai kilogramme égale kilogramme. Maintenant, pourquoi j'ai mis la parenthèse? Eh bien, comme nous avons une densité de flux qui n'est pas constante, elle dépend de petit r, de la position. Quelle position on va prendre, nous? Eh bien, on va prendre la surface. Pourquoi la surface? Parce que le bilan se fait au niveau de la surface. C'est-à-dire, la masse se rétrécit, il y a une masse qui disparaît. Avec quelle vitesse elle disparaît? Eh bien, avec la vitesse, c'est-à-dire le flux d'ici. Parce que le flux d'ici, c'est le plus grand. Quand R est très petit, le flux est grand. Quand on s'éloigne, le flux devient plus grand. Donc, elle devient plus faible, pardon. Donc, on considère ici le flux à la surface, donc R de RS
Et donc, la surface traversée par la densité de flux, elle doit être au même endroit, c'est-à-dire S de RS. Comme le flux, la densité de flux est radiale, donc on doit multiplier par la surface pour avoir le débit qui lui est perpendiculaire, c'est-à-dire perpendiculaire à tous ces rayons. Qu'est-ce qui est perpendiculaire à tous les rayons dans une sphère? Eh bien, c'est une sphère aussi. Donc, c'est S de RS, donc c'est la même surface que celle-ci. Voilà. Donc, rappelez-vous, on n'a pas eu à faire ça encore dans les cartésiens, parce que le flux ne dépendait pas de la position. Le flux était quasi constant. Comme ici, le flux dépend de la position, donc on est obligé de choisir la position dans laquelle, qui est exprimée ici, dans le bilan. Et je peux même vous assurer que même si vous mettez R, c'est la même chose parce que le débit est constant quand on a un régime quasi stationnaire sans réaction chimique. Le débit est constant. Mais comme le R, ça ne nous intéresse pas, c'est plutôt RS, c'est plus facile parce que c'est abordable, donc on préfère utiliser RS. Maintenant, il me manque quelque chose. Quand on fait ce genre de bilan, rappelez-vous, on vérifie toujours s'il y a un signe moins quelque part. Parce que ça, c'est en module, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Mais en signe, il faut le vérifier. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier les signes? Je vous ai dit, il faut vérifier deux choses. Les vecteurs et les différences. Si un vecteur positif, c'est bon. Si un vecteur négatif, on met moins 1. On multiplie par moins 1. Pour rendre tout le monde positif. Donc, la seule vecteur ici, c'est le vecteur densité de flux. Phi A. Est-ce que le flux est positif? Puisque le flux est sortant, donc il est positif. Pas de problème, on corrige pas, il n'y a pas de signe. Les différences, c'est quoi les différences? C'est le DRS et le DT. Et bien pour cela, il faut voir si les deux variables varient dans le même sens ou dans des sens contraires. Si elles varient dans le même sens, on ne corrige pas, tout est positif. Si elles varient dans le sens contraire, donc il y a un positif, un négatif, donc on met un signe moins pour corriger. Et bien on va faire le raisonnement suivant. Lorsque T augmente, que fait RS? Et bien lorsque T augmente, RS diminue. Donc il y a un signe moins à cause de ça. Si vous ne mettez pas le signe moins, vous allez trouver un temps négatif. Voilà donc pour le bilan. Comme c'est S de RS, S de S, on peut simplifier S de RS à droite et à gauche. Et pour vous convaincre, ben je vais montrer que c'est bien la surface de la sphère. C'est-à-dire que dV, il est bien égal à S dRS. dV, le volume dV, c'est quoi? C'est la surface finale moins la surface initiale. Donc 4 tiers de pi RS plus dRS au cube moins la sphère initiale 4 pi RS au cube. Volume d'une sphère, volume d'une sphère. Donc vous aurez 4 tiers de pi, pas de problème, je le mets au facteur. Ici vous aurez RS au cube. Ensuite vous allez avoir 2RS carré DRS plus 2RS DRS au carré plus DRS au cube, moins le dernier RS au cube. Bon, on va simplifier. 3, pardon, c'est pas 2, c'est tout compris, c'est 3 et 3. Voilà. Bon. Donc on simplifie RS moins RS au cube. Eh bien, les DRS, comme le DRS est un infiniment petit, on néglige les infiniment petits d'ordre 2 et plus. C'est-à-dire DRS au carré devient plus que négligeable, DRS au cube c'est encore pire. Donc qu'est-ce qui va nous rester? En multipliant le 3 par 3, donc ce terme-là va disparaître. Ces deux-là vont disparaître, il va rester que celui-là. Donc ça va faire 4 pi RS au carré DRS. Et ça, ce n'est rien d'autre que la surface de la sphère. C'est-à-dire S de RS, que nous avons appelé S de RS. DRS. Donc voilà, le volume compris entre deux
sphère très voisine, c'est tout simplement S, surface de la sphère, multiplié par l'épaisseur qui sépare les sphères. Parenthèse, donc je vais effacer tout ça et on revient à notre question. Donc vous aurez rho S que multiplie dRS, en simplifiant les S, moins phi A de RS que multiplie dt. Et bien, je vais exprimer le flux, la densité de flux, moins DAB. Il va rester un seul RS, parce qu'on remplace le triangle. Je m'excuse. N'oublions pas, on avait DAB, RS sur R carré, CAS, moins CA infini pour l'expression du flux. En remplaçant par RS, donc il va y avoir RS carré, RS, il va rester ceci, que multiplie CAS moins CA infini, qui est également à 0, que je vais laisser, fois dt. Puisqu'on cherche le temps, donc on va écrire dt égale moins rho S sur DAB. CAS sur l'autre égale à 0, que multiplie RS d de RS. Et vous intégrez comme ceci. Donc 0 à t, toujours. Et là, à t égale 0, RS égale R. Et à t égale t, c'est la moitié, ce qu'on demande de temps, au bout duquel le diamètre se réduit de moitié, ou bien le rayon se réduit de moitié. Donc vous obtenez t égale donc on obtient 2 fois R au carré, R carré sur 2. Donc ça va faire R carré sur 4. Attends, R carré sur 4 moins R. Donc ça va faire moins 3 quarts. Là-bas, moins 4 quarts, pardon. Donc ça va faire moins 3 quarts, avec moi ça fait plus, donc ça fait 3 huitièmes. 3 huitièmes, rho S sur, R carré, que multiplie DAB, CAS. Qui va s'écrire 3 huitièmes, rho S, R carré, RT, sur DAB, MA, PA0. Donc j'ai remplacé CAS par MAPA sur RT par loi des gaz. Donc vous allez faire l'application numérique. Bon, je n'ai pas la valeur. Et donc vous avez terminé cet exercice. Donc il faut que je rappelle très rapidement cet exercice et l'exercice 1, l'exercice 2 que nous avons vu. On utilise pratiquement les mêmes méthodes. Donc il y a au départ, on cherche l'expression de la densité de flux. On vérifie toujours si le flux est constant ou pas par l'équation de conservation, ou bien en refaisant carrément le bilan. On intègre, on trouve l'expression du flux, qu'il soit constant ou non. Ensuite, la deuxième question, c'est le bilan dans le temps, pour trouver le temps. Et donc, c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées pour les deux types d'exercices. Ce qui a changé ici, c'est que nous avons des coordonnées sphériques et qui ont montré que le flux, quand il est multidirectionnel, donc il y a plusieurs directions, il n'est pas constant. Voilà pour cet exercice. Donc, le chapitre 2 est clos définitivement. Là, c'est un exercice que j'aimerais faire en convection forcée. Bien, la convection forcée, c'est des équations dérivées partielles qui demandent des connaissances mathématiques donc assez poussées. Donc, je ne vais pas détailler la solution mathématique, mais ce que vous devez savoir, même quand on a un problème de transfert de matière, savoir poser la bonne équation, les bonnes équations avec les simplifications qui vont avec, et poser également les conditions initiales et aux limites, ce qui est le plus important. Ensuite, la résolution mathématique, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous le saurez plus tard, bien il y a toujours des mathématiciens qui vous le feront. Bon, donc on a terminé avec cet exercice 2, et bien je vais faire un autre exercice en convection forcée.
exercice, convection forcée. Il s'agit donc de l'évaporation de l'eau dans un courant d'air. Donc, dans cet exercice, pour le simplifier, on ne va pas faire de la mécanique des fluides, on va supposer que la vitesse de l'air est uniforme. Donc, évaporation de l'eau dans un courant d'air. Donc ça, c'est le bord d'un bassin qui contient de l'eau. Donc l'eau va se trouver ici. Donc voilà la surface de l'eau. Elle est illimitée. Donc de l'eau immobile, qui ne bouge pas. Et au-dessus, vous avez de l'air qui circule avec une vitesse uniforme et infinie. L'air. Donc c'est de l'air qui circule. Donc je vais écrire ici U infini, vitesse uniforme. C'est-à-dire qu'elle ne dépend ni de x, ni de y, ni de z. L'évaporation de l'eau ou d'un liquide quelconque, nous l'avons déjà étudié, mais sans la présence d'un courant d'air, c'est-à-dire dans diffusion dans un gaz pratiquement stagnant, à la limite. Donc, s'il n'y avait pas de courant d'air, donc je vais écrire, j'ajoute une chose, j'ajoute régime, donc vitesse uniforme, régime stationnaire. J'ajoute, j'écris CA infini, c'est humidité de l'air ambiant. Quand on dit humidité de l'air ambiant, c'est-à-dire l'air qui n'est pas à côté de l'eau, c'est-à-dire l'air qui se trouve ici, il a une concentration en vapeur d'eau de gaz, c'est infini. Et lorsqu'on est loin de la surface de l'eau, c'est-à-dire très haut, on a également une concentration c'est infini. Bon, dans ce problème, qu'est-ce qui est demandé? On demande de trouver l'équation de la diffusion. Équation qui régit le phénomène, tout simplement. Ce phénomène d'évaporation. Donc, équation de la diffusion. Ensuite, condition aux limites. Enfin, trouver le coefficient de transfert de masse par convection. Par convection. Bon, l'équation de la diffusion générale, on la connaît. L'équation de la diffusion générale, on la connaît. On suppose qu'on la connaît. Équation du transport de matière, l'équation de la diffusion. On peut l'appeler de différentes manières. On la connaît, c'est dCA sur dt plus V gradient de CA
égale DAB, Laplacien de CA plus RA étoile. En fait, c'est quoi cette équation de la diffusion? C'est l'équation de conservation de la masse de l'espèce A, dans laquelle on a décomposé le terme de transport, c'est-à-dire moins divergence phi A étoile, en deux termes, un terme de diffusion et un terme de convection, dans lequel vous avez la vitesse. Tout simplement, c'est la même chose. Et on a ça en détail dans le chapitre 3. Donc, à partir de là, utilisons les hypothèses de travail pour simplifier. Bon, donc dans le gradient de la divergence, il y a les x, y, z. Est-ce qu'on va garder les trois? Est-ce qu'on va garder un seul? Il y a deux, etc. Et c'est quoi les axes? S'il n'y avait pas de courant d'air, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu évaporation de l'eau et diffusion d'air dans l'air de bas en haut, avec une concentration à la surface égale C à 0. C à 0, C à 0, C à 0. Donc C à 0, c'est la concentration de saturation. L'humidité de saturation. Concentration de saturation. On va perdre à la surface. Donc à la surface de l'eau, il y a le maximum de vapeur, et donc on a la pression de vapeur saturante, ou bien la concentration de saturation, qui sont reliées par la loi des gaz. C'est à 0 égale P à 0 sur RT. Donc, si on n'avait pas de courant d'air, on aurait eu uniquement évaporation, diffusion vers le haut à travers une couche de diffusion qui a une certaine épaisseur. Ça, nous l'avons déjà vu. Maintenant, en présence de courant d'air, donc le phénomène qui va y avoir lieu, vous aurez donc évaporation, diffusion de la vapeur vers le haut, avec entraînement par convection de la vapeur vers la droite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la vapeur va remonter vers le haut et en même temps elle est transportée vers la droite. Ce qui veut dire qu'on a une concentration à la surface supérieure à la concentration en haut, et on va avoir une concentration d'humidité plus grande à droite qu'à gauche. Parce que ici, vous allez avoir la vapeur qui monte, plus la vapeur qui est transportée par le courant d'air. Donc ça veut dire que nous avons deux axes qui vont intervenir, l'axe vertical et l'axe horizontal. Et bien, puisque nous avons ces deux axes, eh bien, je vais les tracer. Donc vous aurez un axe qui commence ici, là où commence l'eau. Donc là, l'axe vertical, qu'on va appeler axe des Y. Et l'axe horizontal, qui sera forcément ici, l'axe des X. Donc avec ce système d'axes, eh bien, on va constater que la vitesse, qui est uniforme, a une composante uniquement suivant l'axe des X. Le gradient de concentration de lui, il a en principe deux composantes, suivant X et suivant Y. Puisqu'en montant, la concentration diminue, en allant vers la droite, la concentration varie aussi avec X, donc elle augmente. Suivant Z, il n'y a aucune variation. Ce qui se passe ici, se passe là, il se passe là, donc vous avez la même chose. Le Laplacien, pareil, le Laplacien, ça va être, c'est la somme des 3 des millisecondes. D de CA sur dx2 plus D de CA sur dy2 plus 0, puisqu'il n'y a rien qui intervient dans la direction Z, rien qui se passe. Donc, comme l'origine est stationnaire, ce terme-là est égal à 0, comme il n'y a pas de réaction chimique dans la phase gazeuse, donc 0, il va rester V gradient de CA égale DAB, Laplacien de CA. Et V gradient de CA, le gradient c'est quoi? C'est la somme des produits 2 à 2 des composantes des deux vecteurs. Donc U infini fois dCA sur dx, plus 0 fois dCA sur dy, plus 0 fois 0. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester uniquement le premier terme, c'est-à-dire on aura U infini dCA sur dx égale
égale DAB, D de CA sur DX2 plus D de CA sur DY. Donc voilà ce qui va rester. Mais ce n'est pas encore fini. Dans ces deux termes-là, il y en a un qui est très élevé et l'autre qui est envers 0, très faible. Donc on va comparer les deux et éliminer. C'est comme si vous avez 1 plus 1 million. On peut négliger le 1. Et bien, lequel des deux est le plus petit? Alors, on va faire un petit raisonnement très rapide. Est-ce que la concentration varie très vite dans la direction Y ou elle varie très vite dans la direction X? Maintenant, commençons par Y. On sait que l'humidité est maximum à la surface. Donc, plus on monte, on sait qu'elle diminue. Il n'y a pas de problème. Elle diminue même vite. Dans la direction X, si je suis à la surface, elle ne diminue pas. C'est à 0, c'est à 0, c'est à 0. Si je suis loin de la surface, c'est-à-dire en haut, je vais avoir c'est infini, c'est infini, c'est infini. Elle ne bouge pas. Donc, si elle bouge, c'est entre les deux. Et donc, forcément, de manière avec une vitesse plus faible. Donc, elle varie lentement dans la direction X. Donc la variation est beaucoup plus importante dans la direction Y que dans la direction X. Donc c'est ce qui permet d'écrire que le D de CA sur DX carré est très petit comparé à D de CA sur DY carré. Et nous aurons en fin de compte une équation de diffusion qui se réduit à U infini dCA sur dx égale DAB D de CA sur DY carré. Voilà donc l'équation de la diffusion qui régit ce phénomène d'évaporation du transport de la vapeur par le courant d'air. Donc vous avez un terme de convection égale ici un terme de diffusion. En nombre de grandeur, ici le dCA sur dx est petit, mais il est compensé par une vitesse importante. Ici c'est le D de CA sur DY2 qui est élevé, il est compensé par un coefficient de diffusion plus petit, très petit. Puisque c'est de l'ordre de 10-5 mètres carrés par seconde. Maintenant pour les conditions aux limites, ça c'est la première question, on va passer aux conditions aux limites. S'il reste un peu de temps, je vais vérifier. Donc, condition limite, on a besoin d'une condition limite suivant x et de deux conditions limites suivant y. Je vais commencer par y, c'est plus facile. N'oubliez pas, quand on a deux variables, on ne fixe qu'une seule variable. Donc, quelles sont les limites pour le domaine y? C'est la surface de l'eau et très loin. Quand ce n'est pas défini, quand on ne vous donne pas une frontière, donc on va aller jusqu'à l'infini. Donc CA de x et de 0 sont à la surface, c'est CA 0. Ensuite CA de x et de l'infini sont très hauts, c'est CA infini. C'est l'humidité de l'air ambiant. Pour ce qui est de x, vous avez soit 0, soit l'infini. Et bien entendu, il vaut mieux prendre 0, hein, c'est ce qu'on voit, plutôt que ce qu'on ne voit pas, qui se trouve très loin. Donc si on a besoin de deux conditions suivant x là, on prendrait le x égale plus l'infini. Donc sur x égale 0, qu'est-ce qui va se passer? X égale 0, quel que soit y, ne l'oublions pas. La vapeur arrive ici, pardon, l'air arrive ici avec une concentration d'humidité égale C infini. Donc le domaine où il y a beaucoup d'humidité, il démarre ici. Donc je vais mettre 0, j'ai oublié de mettre le 0 ici. Donc si on est en x égale 0, qu'est-ce que soit y? Quel que soit y, bien sûr, entre 0 et l'infini. Ça veut dire que je suis ici. Ici, 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 ici. Ça c'est x égale 0, quel que soit y. Donc ici, j'ai l'humidité qui arrive de la gauche, c'est-à-dire CA infini. Voilà. CA infini. Bon, voilà donc le problème que vous avez à résoudre. Celui-là, l'équation de dérivée partielle avec les variables et les conditions isolées.
Si vous savez, vous êtes capable de faire uniquement ça, c'est ce qui vous est demandé en troisième année de licence. En master, peut-être vous aurez à résoudre ce genre de problème. Donc, pour la méthode de résolution, je vais vous donner directement la solution. Et la méthode qui est utilisée, c'est la méthode de transformer de la place. La méthode de transformer de la place, elle consiste à faire quoi? À remplacer, de passer d'une équation au dérivé partiel avec deux variables à une équation différentielle à une seule variable. C'est plus facile à résoudre. Une fois qu'on a trouvé la solution dans le domaine de la place, avec ses conditions limites appliquées aussi au domaine de la place, on fait la transformée inverse pour revenir dans notre domaine et on fera apparaître la deuxième variable. Donc il y a des définitions pour la transformée de la place et des définitions pour la transformée inverse. Quand c'est très compliqué, pour trouver les transformations inverses, eh bien il existe des tables qui vous donnent ces transformations-là. Bon, maintenant, on va passer, je vais vous donner donc la solution. Je vais réécrire l'équation de la diffusion ici, pour vous donner la solution à droite. Je vais écrire donc méthode de transformer de la place. Donc c'est cette méthode qui est utilisée et on obtient le résultat suivant. On obtient CA. J'écrirai avec du bleu, c'est plus foncé. Y sur 2, racine de D, D c'est dérivée, X divisé par Pi infini. Plus c'est infini. FC. FC, on appelle ça le complément de la fonction erreur. Je vais vous donner la définition de F. Donc, fonction erreur. Error function, en anglais. Donc, f de une certaine variable xi est égal à 2 sur racine de pi que multiplie l'intégrale de 0 à xi de exponentielle moins bêta carré dE1. Voilà la fonction fc. La fonction fc de xi, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'intégrer de 0 à xi, on va intégrer de xi à l'infini. Donc le xi est en bas, l'infini en haut, exponentielle, moins quelque chose au carré, que multiplie par 10 de quelque chose. Eh bien, cette fonction f, elle a été créée parce que ne savait pas intégrer exponentielle moins x2 dx. Comme on ne sait pas intégrer, donc on a créé une fonction qu'on a appelée f. Et l'autre fc. Pourquoi fc? Complément. Pourquoi complément? Parce que lorsque vous faites la somme f plus fc, donc vous aurez 2 sur racine de pi, somme de 0 à xi plus somme de xi à l'infini, donc vous aurez somme de 0 à l'infini. Or, on connaît la valeur de cette intégrale entre 0 et l'infini. C'est-à-dire, lorsque vous faites la somme f plus fc, et bien vous trouvez 1. Pourquoi? Parce que vous trouvez c'est 2 sur racine de pi, somme de 0 à l'infini, exponentielle, moins état carré de l'état. Or, ceci, il est égal à racine de pi sur 2. En mathématiques,
mathématiques, je pense, en première année, vous avez certainement vu l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de x de dx, c'est égal à racine de pi. Quand on intègre de moins l'infini à plus l'infini, on obtient racine de pi.